Bonjour, j'espère que vous pouvez tous me voir et m'entendre. Donc, je m'appelle Anna et aujourd'hui, je vais vous parler de deux des chapitres du livre À table. Les premiers deux chapitres, en fait. Alors, on va commencer. Chapitre 1 s'appelle Apéritif et je vais vous parler des questions et des réponses d'une noix de compréhension pour la première lecture du chapitre, la culture, perspective historique. Alors, allons-y. Une noix de compréhension. La première question, qu'est-ce qui a contribué à la promotion de la gastronomie française à travers les siècles? Donc, j'ai beaucoup d'informations. J'ai essayé d'écrire un sommaire de tous les siècles un peu. Les Français ont rendu maîtrisables les méthodes culinaires. C'est ça la chose qui m'a surpris le plus parce que je l'ignorais en fait. Donc, ils ont écrit les recettes et les méthodes au travers les siècles. Au Moyen-Âge, il y avait une séparation entre les paysans, les pauvres et les riches. À ce moment-là, se développe une cuisine classique et une cuisine régionale. Donc, les pauvres mangeaient des céréales et des légumes secs ou verts. Les riches mangeaient plus de variétés, en fait une grande variété de viande, de fruits et de légumes, d'épices. Et c'était aussi choquant pour moi de lire « On ne remettait pas un aliment sur le plat d'un aristocrate ». L'influence de la Renaissance touche la France au XVIe siècle. J'ai une citation ici, « La variété des produits s'élargit », c'est de la page 2. Le XVIIe siècle nous apporte le début de la haute cuisine. La science culinaire entame un développement technique. Les sauces se préparent séparément des viandes, par exemple. On écrit des livres de recettes et par conséquent, toutes les cours d'Europe, les hautes cours, peuvent suivre l'exemple des Français. Au XVIIIe siècle, l'influence alchimiste permet plus de raffinement des méthodes. Les livres de cuisine sont encore plus détaillés. Après la Révolution de 1789, j'essaie de trouver ma citation ici, les chefs cuisiniers n'ayant plus de travail chez les nobles, et ceci c'est une citation directe du livre, ouvrent ainsi leur propre cuisine pour restaurer le corps avec la nutrition, d'où le nom restaurant. J'ai trouvé ça très intéressant. Le 19e siècle, c'est l'âge d'or de la gastronomie française. La France, et plus précisément Paris, devient un exemple culinaire mondial grâce aux livres critiques, et j'ai mis ça en citation aussi, et discours gourmands. Les chefs deviennent des experts et on commence même à s'appliquer à la présentation des mets et à la décoration des plats. Au XXIe siècle, le culinaire se développe à l'international, mais souvent basé sur la cuisine classique française. Donc tout ça, c'était la réponse pour mon numéro 1. Question numéro 2. Comparer la nourriture quotidienne des paysans par rapport aux nobles. Donc j'ai mentionné déjà, mais les paysans mangeaient des légumes secs ou verts et des céréales. Les nobles avaient des montagnes de viande de toutes sortes, une grande variété de fruits et de légumes et d'épices. Question numéro 3. Décrivez les ustensiles au Moyen-Âge. Il n'y avait pas de couvert. On mangeait avec les doigts. Et le pain servait souvent d'ustensile. Le couteau aussi servait d'ustensile pour couper la viande et pour la protection du corps contre l'ennemi. La nappe, à double épaisseur, servait de serviette. Question numéro 4. Expliquez la double fonction d'une arme. Donc ça, c'était pour couper la viande et aussi pour se protéger de l'ennemi. Question numéro 5. Qu'est-ce qui a fonctionné comme serviette? C'était la nappe à double épaisseur. Question numéro 6. Exposez l'influence de la Renaissance italienne dans la gastronomie française. Alors, j'ai une citation ici aussi pour vous. La variété des produits s'élargit et les chefs apprennent la cuisson de nouvelles denrées. Je ne connaissais pas ce mot, denrées, en anglais, foodstuff. Question numéro 7. Récapitulez les événements qui ont poussé l'apparition des premiers restaurants. Alors, pendant la Révolution de 1789, les chefs cuisiniers ne travaillaient plus, comme j'ai mentionné avant. Pour les nobles, alors, ils ouvrent leur propre cuisine pour restaurer le corps avec la nutrition, d'où le nom restaurant. Question numéro 8. Décrivez l'âge d'or de la gastronomie française.
Ceci se voit au 19e siècle. Et j'ai mis en guillemets, car la France et surtout Paris s'établit comme modèle culinaire dans le monde entier. Les Français deviennent experts de goût, mets, services et cuisson grâce aux livres critiques et discours gourmands. Les avancées chimiques, biologiques et industrielles aussi propulsent la croissance de cet art de cuisiner. Question numéro 9. Résumez les traits de la cuisine française contemporaine. Alors, la cuisine française est connue à travers le monde entier grâce à beaucoup de livres qui ont été écrits au cours des siècles. Des méthodes et des recettes. Livres de méthodes et de recettes. Maintenant, il y a des nouveaux mouvements culinaires internationaux, mais ceux-ci toujours basés sur les méthodes originales françaises. L'art français du bien vivre, et ça aussi c'est entre guillemets, donc l'art français du bien vivre et de la bonne chère est partagé par les peuples à travers le monde. Ça vient de la page 4. Alors, on commence une cuillerée de réflexion, page 5. En 1621, la scène du premier... Excusez-moi, je vais lire la question d'abord. Donc, une cuillerée de réflexion. Numéro 1. On peut constater que l'histoire de la gastronomie américaine commence en 1621 avec Thanksgiving, qui fête la première récolte des pèlerins. Décrivez la scène. Qui sont les participants? Que mangent-ils? Comment la fête et le repas ont-ils changé au fil des années? Alors, en 1621, la scène du premier repas de Thanksgiving, il y avait un peu de maïs. C'est à ça que je pense d'abord. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y a bien plus que ça. J'ai mentionné le maïs parce que les Indiens ont montré aux pèlerins comment cultiver le maïs. Alors, j'ai découvert sur Wikipédia, il y avait probablement de la dinde, de la dinde, de la sauvagine, donc, comme peut-être du canard, du gibier, du poisson, du homard, des palourdes, des baies, des fruits, de la citrouille et de la courge. Peut-être aussi des grains de maïs, comme j'ai mentionné au début. La dinde devient de plus en plus importante. Alexander Hamilton proclame qu'aucun citoyen des États-Unis ne devait s'abstenir de manger de la dinde pour Thanksgiving. Les participants étaient les pèlerins et les Wampanoag de la colonie Plymouth. Au fil des siècles, le repas et la fête ont changé. Les fruits de mer ne sont plus traditionnels à manger ce jour, mais peut-être probablement toujours au nord des États-Unis. En 1935, le Civilian Conservation Corps a servi un dîner de Thanksgiving avec des cornichons, de la dinde, du céleri, des olives vertes, de la sauce aux canneberges, un nouveau terme de vocabulaire pour moi, de la sauce au jus de viande, des flocons de pommes de terre, des carottes, des petits pains chauds, un ragoût d'huîtres, de la salade de fruits, des tourtes de viande, des cakes aux fruits, des bonbons, du raisin, des pommes des palourdes, du poisson et bien d'autres mets. Ce qu'on sert aujourd'hui est très varié selon la région et les traditions familiales. Certains plats restent au cœur du repas, la dinde, la citrouille, tarte ou gâteau, parfum citrouille, la purée de pommes de terre et la sauce aux canneberges. Les autres plats varient. Le petit pain peut-être, des biscuits, le pain de maïs, des cornichons. Pour nous, pour ma famille, on fait ça. Les olives noires ou vertes, tarte aux pommes, dessert de gélatine avec des fruits. Pour la fête, on se rappelle de ce fameux moment d'histoire, mais souvent, on partage un moment de reconnaissance et de gratitude pour les gens ou les événements positifs dans nos vies. En tout cas, c'est comme ça chez nous. Alors, question numéro 2. Pardon. Quels sont les plats typiquement associés à la culture française? Lesquels avez-vous déjà dégustés? Alors, les crêpes, le bœuf bourguignon, la ratatouille et j'adore tout. Je les ai tous déjà dégustés et je les trouve tous très typiques de nourriture française. Question numéro 3. Nommez quelques plats traditionnels américains. Sont-ils associés à un repas de fête? La dinde, Thanksgiving, le jambon, Noël, la quiche, mode petit déjeuner, aussi Noël, beaucoup de familles font ça. Le chou vert et le pain de maïs, le jour du nouvel an. Parfois pour Halloween, dans ma région, je viens de Géorgie, on fait du chili pour tous nos amis. Pour le 4 juillet, des hamburgers cuits sur un barbecue avec de la pastèque et peut-être du maïs frais. De la barbe à papa pour la fête foraine. À Pâques, peut-être du jambon, un hot dog
au stade de baseball. Donc en été. Question numéro 4. Quels sont les plats que vous mangez avec des couverts, des baguettes ou avec les doigts? Je mange un hamburger et un hot dog, des fruits, etc. avec les doigts. Je mange du sushi avec des baguettes. Je mange tous les autres plats avec des couverts. Question numéro 5. Aimez-vous faire la cuisine? Quel mets aimez-vous préparer? En général, je n'aime pas trop faire la cuisine. J'espère que ce cours va me changer d'avis. J'aime bien préparer les desserts sans gluten ou produits laitiers. Donc, j'ai beaucoup de problèmes digestifs avec les produits laitiers et les produits de gluten. C'est probablement une raison que, au fil des années, j'ai aimé un peu moins faire la cuisine. Mais j'apprends à faire la cuisine d'une façon nouvelle. Bon. Question numéro 6. On dit souvent que la différence entre l'américain et le français est que le premier mange pour vivre et le deuxième vit pour manger. Êtes-vous d'accord? Oui. Dans un sens, je suis d'accord. Aux USA, on a tant de restaurants fast-food, on mange dans la voiture, on est toujours pressé quand on mange, on cherche des recettes faciles et rapides à préparer. En France, quand on mange, on prend son temps. Enfin, dans le temps moderne, je trouve qu'on voit un peu plus les Français qui cherchent des recettes plus vite à préparer, mais quand même traditionnellement, en France, quand on mange, on prend son temps, on s'assoit chez soi ou dans un café-restaurant, même à l'école. Pour nous, dans mon école, on a seulement 20 minutes à manger le déjeuner, mais dans les écoles françaises, on a plus de temps. Je pense que c'est 30 minutes ou 1 heure même minimum pour les élèves pour manger, selon mon livre de texte. Souvent entre amis ou en famille, donc en France, on mange, on se ralentit un peu. Voilà. Question numéro 7. Que prépariez-vous à un Français qui voudrait déguster un plat typiquement américain? Alors, je demanderai à mon mari, qui adore cuisiner et est très doué d'ailleurs, de lui faire des fajitas. La marinade, est absolument délicieuse. Il fait même une pico de gallo et moi, je ferai la guacamole. Donc, pour ce plat, je serai sous-chef. Et je préparerai les légumes, les oignons et les poivrons verts. Bon, on va passer au prochain chapitre. Chapitre 2, Amuse-bouche. Et je vais faire la première lecture de ce chapitre aussi. Donc, la culture, à table, mettre le couvert, les bonnes manières. Alors, une noix de compréhension. Une loi de compréhension. Quelles sont les 2 définitions de couvert? L'ensemble, place setting, ou eating utensil, ustensile individuel. Exposer les circonstances pour l'apparition du couvert individuel, c'était la peste, où les Français ont dû prendre plus de mesures sanitaires. Qui a introduit la fourchette à la table française? Catherine de Medici. Où mettons la cuillère à dessert sur la table américaine? Et où la mettons à la table française? Je pense que je vous ai fait une photo, donc je vais vous montrer d'abord la photo du livre. On peut voir aux États-Unis, la petite cuillère est mise à la droite du couteau, mais à la table française, la petite cuillère est en haut de l'assiette à gauche du verre. Bon. Réciter la règle principale pour choisir son ustensile. Donc on commence en dehors, plus à droite ou plus à gauche, et on se rapproche de l'assiette pendant le repas. Ah, j'avais des notes, excusez-moi. Pour question numéro 4, où mettons la cuillère à dessert? Bon, ça j'ai bien répondu. Question numéro 5. Pour choisir son ustensile correctement, les couverts s'utilisent de l'extérieur vers l'intérieur, entre guillemets. On prend d'abord ceux qui sont les plus éloignés de l'assiette. Question numéro 6. Ceci est à la page 23. Exposer la position du corps à la table française. Pour manger à la française, il faut mettre les 2 mains en pleine vue. Fourchette et couteau en main et les poignets sur la table. Les Français gardent leur fourchette vers le bas. Très pratique pour couper la viande, par exemple. Question numéro 7. Les Français mangent-ils avec la main la plus habile, comme les Américains? Non.
Les Français mangent le couteau dans la main droite et la fourchette dans la main gauche. C'était pour moi intéressant parce que quand j'ai grandi en France, j'ai appris à manger comme ça. Et quand on a déménagé aux USA, j'ai dû faire des choses différentes. C'est très bizarre pour moi. Question numéro 8. Expliquez l'origine des bonnes manières en France. Les bonnes manières commencent en France avec l'aristocratie qui veut se distinguer de la personne non cultivée. L'influence italienne change la façon de manger et même la position. Les Français commencent à s'asseoir à table au lieu de s'allonger sur un lit pendant qu'ils mangent. Ils utilisent une fourchette et un couteau. Ce dernier ne sert plus d'arme et seulement d'ustensile. Une cuillerée de réflexion, toujours à la page 23. Numéro 1. Énumérer les conseils de nos parents qu'il faut respecter à table. Les conseils de nos parents. Ne pas parler à la bouche pleine. Mettre une main sur le genou. Ok. Ne pas faire du bruit en mangeant, fermer la bouche en mâchant, ne pas chanter à table, en tout cas c'était le cas pour ma famille, ne pas tendre le bras devant un autre mais demander poliment, ne pas se servir trop. Numéro 2, dessinez le couvert pour une fête chez vous, comparez-le à ceux de vos camarades de classe. Bon, je ne peux pas comparer à mes camarades de classe. Ça c'est une photo très simple de la table chez moi. La vérité, c'est que souvent, ça nous arrive à ne pas vraiment dresser la table, mettre la table. Mais c'est vrai que généralement, à Thanksgiving ou à Noël, je fais un effort. Ce qu'on ne voit pas trop bien, c'est que généralement, j'ai beaucoup de décoration sur la table. Alors, je n'ai pas trop su comment dessiner tout ça parce que ça varie par festival. Mais c'est vrai que je mets une petite serviette sur les assiettes. Généralement, j'ai une nappe. Parce que normalement, j'ai pas de nappe. Les fourchettes, les couteaux, bon, j'essaie de faire un petit effort. Ça, c'était question numéro 2. Question numéro 3. Pour la fête de Thanksgiving chez vous, qui coupe la dinde? Normalement, le chef de maison qui coupe la dinde, soit mon mari, soit mon père, soit mon beau-frère, si on est chez lui. Ou même mon frère. Question numéro 4. Décrivez un moment embarrassant à table, au restaurant ou chez des amis. Alors... récemment, en fait, un membre de ma famille, on avait une invitée et ce membre de famille s'était servi bien trop de mon rôti de ficelle. C'était embarrassant parce que notre invité n'a pas voulu beaucoup prendre parce que notre membre de famille s'était déjà servi. Il avait pris presque tout, la viande. Il ne restait presque rien pour nous et j'avais très honte. Question numéro 5. Comparez les façons de couper un aliment que vous utilisez et que vous avez vu chez vos parents et vos amis. Dans quelle main gardez-vous la fourchette et le couteau? Y a-t-il une différence entre votre génération et celle de vos parents? Alors, comme j'ai grandi à Nantes, je faisais comme les Français, même jusqu'à tremper le jus, le liquide avec le pain. Mais maintenant, je mange à l'américaine. C'est drôle parce que pour mes parents, ils ont dû s'adapter à la façon française quand ils vivaient là. Et on a dû donc s'adapter aux deux cultures. Oui. Merci bien d'avoir écouté.